Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Première news les amis, aujourd'hui le gouvernement américain pourrait faire chuter le prix du Bitcoin sur ces 4 jours. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les autorités américaines prévoient de vendre des Bitcoins confisqués à certaines dates précises. Ces ventes pourraient entraîner un dump important du prix du Bitcoin. Ah, ça c'est pas très gentil. On sait que ces dernières années, le gouvernement américain a saisi des Bitcoins à de multiples reprises. Dans le cas de différentes affaires criminelles, les autorités ont récupéré des sommes importantes du Bitcoin. Le gouvernement a annoncé qu'il comptait vendre ses actifs au cours de l'année 2023, actifs qu'ils avaient gardés depuis pas mal d'années, depuis, j'ai envie de te dire, entre au moins 5 ans, voire 8 ans. Une première vente a déjà été effectuée le 14 mars dernier, où il y a eu un petit cartouche sur le prix. Ce sont à peu près 10 000 Bitcoins qui ont été vendus pour un montant de 215 millions de dollars, mais c'est pas fini, car cette année, ce sont 41 500 Bitcoins qui seront mis sur le marché, et attends, c'est loin d'être ce que possède le gouvernement, par les autorités donc américaines, un montant considérable qui pourrait bien influencer le cours du Bitcoin, d'autant plus les liquidités sur le marché restent faibles. Et on a une analyse de la société CryptoQuant, c'est pas des rigolos, qui ont été en mesure de trouver les dates exactes de ces futures ventes. On a le 26 mai, le 7 août, le 19 octobre et le 30 décembre. Joyeuse année! Allez, 10 000 Bitcoins dans tes dents. Donc retenez bien ces dates parce que à 10 000 bitcoins vendus, ça risque de faire un petit peu une petite cartouche rouge sur le cours du bitcoin. Alors, il faut quand même retenir qu'en novembre 2022, les autorités ont saisi plus de 50 000 bitcoins supplémentaires à James Dong. Ce dernier avait dérobé ses fonds à Silk Road, donc la place du dark web que tu dois connaître. Aussi, il y a 41 000 BTC saisis par le gouvernement américain qui ne sont qu'une portion de tous les actifs crypto détenus par l'État américain. Pourquoi? Parce qu'on estime coûte ces 50 000 bitcoins de l'affaire Silk Road, ce petit marché sur le darknet, ce sont plus de 160 000 bitcoins qui ont été saisis par les autos américaines. Et donc, à l'heure actuelle, on estime que le gouvernement américain détient environ 200 000 bitcoins, un montant colossal. En effet, au cours actuel du bitcoin, cela représente à peu près 6 milliards de dollars. Il faudra donc surveiller avec attention ces 4 dates sur les prochaines annonces du gouvernement américain. Surtout s'ils disent, bon voilà, on a vendu à peu près 50 000 bitcoins cette année 2023, il nous en reste 160 ou 150 000 en stock, et 2024, on va recommencer, on va en vendre 50 000. Peut-être plus. Donc, il va falloir un peu surveiller ce que fait ce gouvernement américain qui est pas très gentil, qui a décidé de prendre un peu de profit sur ces bitcoins. Quand j'ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois en 2017, je me suis dit tout de suite 3 choses. D'abord, ça a l'air d'être une bien belle arnaque. Deuxièmement, je n'y comprends absolument rien. Et troisièmement, j'ai autre chose à faire que de m'intéresser à cette monnaie débile. Et donc je l'ai complètement oublié pendant presque 3 ans. Sauf que maintenant, 6 ans plus tard, j'en suis venu à la conclusion que Bitcoin pourrait bien être l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. La petite histoire que je viens de vous raconter, c'est la mienne, mais elle ressemble à celle de centaines de milliers d'autres personnes qui sont passées par des étapes similaires, avec chacune leur propre expérience. Une des histoires les plus frappantes, c'est probablement celle de Michael Saylor, le patron de l'entreprise MicroStrategy. En 2013, il déclarait, je cite, « Les jours de Bitcoin sont comptés. Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'ils ne subissent le même sort que les jeux d'argent en ligne. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas le plus grand fan de Bitcoin. Sauf qu'en 2020, MicroStrategy annonce que l'entreprise va commencer à acheter du Bitcoin. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'entreprise de Michael Saylor possède pour plus de 4 milliards de dollars en Bitcoin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait passer quelqu'un de Bitcoin est une arnaque et va disparaître à on en a acheté pour 4 milliards de dollars? Dans cette vidéo, on va réfléchir aux 10 principales raisons qui font que Bitcoin est difficile à comprendre et qui font que la grande majorité des gens rejettent Bitcoin, en tout cas au premier abord. Le milieu des crypto-monnaies a ça quand même cette caractéristique de faire en sorte à ce qu'on puisse reprendre possession de notre propre argent, de reprendre en main un peu la souveraineté monétaire. C'était l'idée de base. En éliminant les intermédiaires, en faisant en sorte qu'on ait une résistance à la censure, etc. Et donc tout ça, c'est possible à partir du moment où on comprend le côté protection et sécurité des actifs numériques. Et donc le premier pas, la première étape, comme l'a dit Théo, c'est de ne pas stocker du coup ces crypto-monnaies sur des plateformes d'échange ou en ligne directement. Du moment où vous ne détenez pas votre clé privée, ou en l'occurrence là, le rapprochement qu'on fait souvent, c'est de dire la clé privée, c'est la seed phrase. La seed phrase, c'est pas le cas. Hein. La seed phrase permet de récupérer tout un tas de clés privées, de clés publiques différents. Mais en gros, le plus important, ce qu'a dit Théo, c'est vraiment de protéger vos 24 mots, par exemple, sur votre ledger ou votre trésor, ou vos 12 mots si vous ouvrez un compte MetaMask et que vous n'avez pas lié avec votre compte ledger ou autre.
Donc à partir du moment en fait où vous comprenez là où peuvent être les risques et que vous comprenez comment vous pouvez faire en sorte de pouvoir les sécuriser, là vous pouvez prendre des bonnes décisions. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils comprennent pas déjà la base. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme toi, quand j'expliquais ça à des personnes de ma famille, ils disaient, ouais, mais en fait, du coup, mes crypto-monnaies, elles sont sur ma ledger. Un peu comme une clé USB où tu vas stocker les informations, ton fichier MP3 ou ton film ou peu importe. Si tu perds ta clé, bah, en fait, tu perds ton fichier MP3 ou les trucs que tu as stockés dedans. La ledger, c'est pas ça. C'est juste un outil qui va vous permettre de stocker, du coup, votre clé privée. Mais les fonds sont stockés entre guillemets, si vous voulez, sur la blockchain. Il y a rien, il y a pas de crypto-monnaie sur votre ledger. C'est juste un support. Et souvent, l'analogie que je fais, c'est le concept de la boîte aux lettres. La clé publique, c'est quand vous allez donner cette adresse à votre facteur. Quand il va déposer un courrier, il a besoin de votre adresse postale. Et donc ça va être l'équivalent de votre clé publique. Il a besoin de savoir l'endroit où est-ce qu'il va devoir déposer votre courrier. La clé privée, c'est votre clé spécifique qui va vous permettre d'ouvrir la boîte aux lettres. Cette clé privée, vous allez la garder avec vous. Vous n'allez pas la donner à n'importe qui. Vous n'avez pas envie que votre voisin ou n'importe qui ouvre votre boîte aux lettres pour vous prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et ben c'est ça en fait l'analogie. L'objectif, vous, ça va être de protéger cette clé de votre côté. Et le meilleur moyen de pouvoir protéger cette clé, pour le coup privée, ça va être un support physique qui n'est pas relié pour le coup à Internet ou quelconque support. Et les meilleurs moyens aujourd'hui, les deux plus grosses boîtes qui fonctionnent là-dessus, on va avoir Ledger et on va avoir pour le coup Trésor. Voilà. Les mails, c'est très important, on l'a abordé, mais quand vous vous inscrivez sur un site, il faut souvent donner son adresse mail. Et du coup, les mails permettent de récupérer vos comptes par un simple lien « j'ai oublié mon mot de passe ». Donc la pierre angulaire de la sécurité de tous vos accès sur tous les sites quasiment, c'est votre adresse mail. Donc il faut bien choisir son adresse mail principale pour les inscriptions et bien sécuriser cette adresse mail. Et effectivement, ProtonMail, c'est un bon exemple de mail, de service mail qui est propre, qui est bien sécurisé, qui est chiffré, qui inclut des anti-spam, qui bloque aussi le chargement des images ou des éléments externes dans les mails, et donc qui est assez complet. En plus de ça, on peut gérer son agenda aussi, qui est chiffré, et on a aussi un espace cloud de chiffrement à côté. Donc il y a plein de services à côté. Donc ProtonMail, c'est une bonne solution de mail. Il y a Tutanova aussi ou Skiff qui peuvent être des alternatives, toujours dans les fournisseurs qui sont respectueux de la vie privée et chiffrés. Mais effectivement, ProtonMail, c'est simple pour les débutants. C'est très sécurisé, il y a pas mal de services qui sont apportés. Et donc ce qui est important, c'est le choix effectivement du fournisseur mail, des services, de bien sécuriser sa boîte mail puisqu'elle va permettre de récupérer tous les comptes par un simple lien « j'ai oublié mon mot de passe ». Donc il faut choisir un mot de passe fort pour le mail. Qui dit mot de passe fort dit suffisamment long, suffisamment complexe, avec un alphabet avec des caractères spéciaux, des chiffres idéalement, et évidemment unique, parce que ne jamais réutiliser le mot de passe sur deux services différents, parce que si un service se fait pirater, que votre mot de passe fuite, on peut réutiliser le mot de passe sur d'autres services, qu'on appelle du password spraying, donc étaler les mots de passe et les réutiliser partout. Et les attaquants, c'est la première chose qu'ils font quand un mot de passe fuite, c'est le réutiliser sur X services et voir là où ça fonctionne. Et du coup, il ne faut pas avoir peur, à quel point il faut avoir peur ou pas de créer des nouvelles adresses mail régulièrement. Beaucoup de nos viewers utilisent la même adresse mail depuis 10 ans, 15 ans. C'est facile, tout le monde l'a, c'est comme ton numéro de téléphone, tu n'as pas envie de le changer. Est-ce que finalement, ça c'est une idée qu'on s'est mis dans notre tête et il faut oser créer des nouvelles adresses mail régulièrement? C'est quoi un petit peu la règle là-dessus? Plusieurs adresses mail, c'est peut-être un peu excessif. Moi, personnellement, j'ai une adresse mail pour les mailing lists publics, pour les sites qui sont pas très critiques, etc. Et une adresse mail pour un peu plus sérieuse et un peu plus sécurisée sur ProtonMail, pour les services crypto par exemple, pour les services liés à l'authentification, à l'identité, voilà. Mais 2 adresses mail peuvent suffire, je dirais. Parlons d'un autre exchange, on va parler de KuCoin.
KuCoin, ils ont eu leur compte Twitter qui a été piraté aujourd'hui. Heureusement, c'était assez rapide, ça a duré 45 minutes le piratage de leur compte Twitter. Ils ont posté des faux messages pour inciter les personnes à cliquer sur les liens et réaliser un certain nombre de choses malveillantes. A priori, il n'y a eu que 22 000 $ de volés, donc c'est pas très grave si c'est étalé sur plein d'utilisateurs. Mais attention, soyez vigilants. Il y a eu 22 transactions identifiées et KuCoin a dit qu'ils allaient rembourser les personnes. Mais ça montre en fait que même si vous suivez les comptes officiels des divers exchanges et divers collections NFT, vous n'êtes pas à l'abri d'un piratage de ces comptes. Du coup, essayez de recouper les sources, patientez si vous voyez un appel à quelque chose à réaliser rapidement dans l'heure, dans les 3/4 d'heure parce qu'il y a une promotion incroyable, dites-vous. Et si c'était pas juste un piratage de la plateforme, soyez vigilants, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui, on l'a vu à Yuga Labs, ça arrive à leur compte Discord aussi, c'est arrivé vraiment à plein de monde, donc restez vigilants vis-à-vis de tous ces liens que vous voyez sur les réseaux sociaux, même si ça vient des comptes officiels. La semaine dernière, on a eu 60 millions de Bitcoin qui ont été bougés, mais pour la première fois et finalement d'adresses originelles. Si vous voulez, c'était quasiment les premières adresses. La dernière fois, au montant où ils ont été bougés, ils ont été en fait ajoutés dans l'adresse quand il valait $12. Donc c'est vraiment au tout début. Et là aujourd'hui, on a encore, ce week-end, on a encore un nouveau mouvement de 7,8 millions, donc moins important, mais quand même important, et surtout venant d'une Wells qui avait des fonds sur une adresse depuis le tout début. Donc ce qui est assez intéressant de voir, c'est que on a quand même des développeurs qui depuis le début, alors on pense que ce sont des développeurs qui faisaient sans doute partie de l'environnement ou en tout cas de l'entourage de Satoshi Nakamoto. Je vous rappelle que le fondateur, on ne sait toujours pas qui est le fondateur du Bitcoin. Son nom énigmatique et Satoshi Nakamoto. Alors on ne sait pas si c'est son adresse, hein. En tout cas c'est des Wells qui étaient là au tout début du projet, qui ont emmagasiné énormément de Bitcoin. Parce que vous savez qu'au début, au tout début du Bitcoin, c'était facile d'accumuler des Bitcoins. Tous ceux qui ont miné des Bitcoins au tout début, déjà ils les minaient depuis leur ordinateur, hein, parce que je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait vendredi, mais la difficulté du minage était extrêmement basse, donc c'était très facile de miner du Bitcoin. Il y avait très peu de mineurs, le hash rate était au plus bas, et donc surtout il n'y avait pas eu encore de halving. Donc à chaque fois qu'on ajoutait un bloc à la blockchain, toutes les 10 minutes, on gagnait 50 Bitcoins. Vous voyez, aujourd'hui c'est 6 parce qu'il y a déjà eu 3 halvings. Et donc ce chiffre va continuer à diminuer évidemment, mais on voit bien que initialement il y en a qui ont accumulé un nombre extrêmement important de Bitcoin juste en minant, hein, en minant depuis leur ordinateur. Et voilà, c'est typiquement ce genre de compte là, mais il y a des comptes, donc des adresses qui ont des milliers de Bitcoin et ils les bougent pour la première fois. Vous voyez ici, hein, ils font des petits moves, mais ils les transfèrent pas vers une bourse d'échange, ils les transfèrent vers une autre adresse. Alors il y a plusieurs théories qui font que potentiellement il y aurait eu finalement des personnes qui se seraient fait hacker, donc des Wells qui se seraient fait hacker leur Bitcoin. C'est pas rien, donc qui commencent à bouger leur Bitcoin vers des nouvelles adresses parce que c'est ce que nous dit T. Alors je sais pas ce que ça vaut, hein, mais apparemment il y aurait eu plusieurs adresses traditionnelles qui se seraient fait drainer leur Bitcoin, des adresses qui n'avaient pas bougé depuis très longtemps. Mais donc à en croire ce tweet, on aurait, ce serait surtout des comptes qui n'ont pas été, des comptes qui n'ont pas bougé depuis longtemps, et en fait, ils se seraient fait hacker leur phrase seed. Hein. Vous savez, les phrases seed sont les phrases qui, à partir desquelles, c'est une liste de mots à partir desquelles sont émises vos clés privées et votre clé publique. Et du coup, là, on a vraiment, ils disent que voilà, l'idée c'est de pas laisser trop longtemps vos bitcoins sur une même adresse parce que il peut y avoir un risque, justement, de se faire hacker ces phrases seed. Bon, j'ai un peu de mal à y croire, hein, franchement, mais ça pourrait être une des raisons. On reprend notre recherche. Alors Bitcoin, d'accord, donc il y a les dates, c'est pas chronologique, c'est dommage. Est-ce que je peux... Ah non, c'est popularité ou pertinence. Bon, il y en a beaucoup ? Ah non, il n'y a que 17 contenus. Ah oui, c'est plutôt linéaire. Donc on devrait pouvoir trouver manuellement la plus ancienne. Ici, on a... 2013 déjà, c'est pas mal. 2013. C'est la première fois qu'ils en ont parlé, en fait. Ouais. Ici, on a le 17 décembre 2013. Bitcoin, la monnaie qui fait peur à l'Europe. J'aime bien ça. Ensuite, on a Bitcoin, juste Bitcoin. Enquête sur les dérives.
Alors celle-là, elle va être goldée. 2014, enquête sur les dérives d'une monnaie virtuelle. 2017, elle n'est pas longue en plus. Elle n'est pas longue. Et ici, on a un 2015, la faillite de Mt. Gox, évidemment. Et l'arrestation de Mark. Il n'y aura pas grand-chose à en dire, je pense, sur Mt. Gox. On va juste dire que ça s'est effondré et puis basta. Exact. Oui, je suis Oyana, donc Anna pour les intimes. Je suis dans la crypto depuis très 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 longtemps, depuis 2012. Je tiens... Ah oui, mais il y a eu des péripéties quand même, on passe pas comme ça tranquille. On n'a pas une petite vie tranquille dans la crypto, je ne vous l'apprends pas. Je tiens le canal le C-Space Club depuis septembre 2017. C'est un canal qui ne dort pas, qui est très actif. Chaque admin est spécialisé, donc soit dans le trading, le mining, les NFT, les airdrops, la DeFi, voilà. Mais c'est toi qui l'as créé, ce channel ? C'est un de mes admins qui l'a créé et juste après je suis arrivée et puis il m'a donné les clés et je m'en occupe. C'est comme mon Ok, parce que je te le dis tout de suite, en fait, ton Telegram il me veut pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je prépare mon émission comme d'habitude. Oui. Je suis allé vers j'ai rejoint en fait le canal et puis là, j'ai un très très gentil message en fait des administrateurs. Les administrateurs du groupe vous ont interdit d'envoyer des messages. Donc... Oui, parce que tu n'as pas dû remplir le CAPTCHA, le bot. Ah ouais, non, alors effectivement, ouais. Il faut sortir et revenir. My bad. Je le ferai. Mais bon, de toute façon, je vois ce qui passe, donc ça m'a déjà donné une idée de ce que c'est. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et je mettrai de toute façon tous tes liens en commentaire, ton Twitter, ton Telegram, tout. Ça, c'est hyper intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. C'est le Lightning Network. Vous savez, c'est une layer 2 sur Bitcoin. Et ça permet de faire des transactions à des coûts et surtout très très rapidement, sans trop solliciter le réseau Lightning, un peu comme une layer 2 sur Ethereum. Et les chiffres, en fait, montrent que le taux médian de Lightning Network est de 0,0029%, soit 1000 fois moins cher que les frais appliqués par Visa et Mastercard. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que le nerf de la guerre, pour que ces moyens de paiement soient adaptés, ce sont les coûts, et c'est une bonne nouvelle, ça permet de rappeler l'apport, ce qu'apporte vraiment Bitcoin, en particulier couplé à Lightning Network. Donc on peut se dire, ok, si avec un layer 2, je peux être 8 fois plus performant, alors avec un layer 3, je peux faire 8 multiplié par 8 et être 64 fois plus performant. Mais on verra que c'est pas aussi simple que ça, et on ne peut pas compresser à l'infini aussi simplement les données. Donc là, je vous montre à l'écran un organigramme fait par Starknet, et il faut voir la Layer 2, donc où c'est marqué Public Starknet, comme une technologie de scaling général, donc un outil qui permet de faire des transactions beaucoup plus rapidement et à moindre coût sur la Layer 1, donc dans notre exemple sur Ethereum, et quel que soit le type de transaction. Une Layer 2, c'est une blockchain à l'intérieur de la blockchain principale. Et une Layer 3, donc où c'est marqué StarkEx, entre parenthèses Rollup, Validium, Starknet, etc., c'est une technologie avec une fonctionnalité bien spécifique, comme par exemple la confidentialité, le contrôle ou l'hyperscalabilité. Donc en fait, une Layer 3 sera dédiée à une application bien spécifique et va aider cette application à scaler et à devenir ultra performante. Il y a le président de la SEC qui est la Security and Exchange Commission, donc c'est l'organisme qui est en charge pour tout ce qui est titres financiers. Et donc Gary Gensler, qui est actuellement le président de la SEC, vient de se faire un petit peu détruire par les commissions des républicains par rapport au fait que depuis un moment il n'y a aucun ETF Bitcoin qui a pu être lancé, et puis que la façon dont il se comporte et son agence fait que il y a beaucoup d'entreprises américaines qui vont risquer de partir du sol des États-Unis pour des raisons réglementaires. Donc en fait il empêche l'investissement, il empêche la création de business. Donc les républicains aiment pas ça, et donc il avait répondu est-ce que Ethereum est une security, il a eu 4 ou 5 fois la question et puis il a jamais répondu à la question. Donc à mon avis il risque d'être remercié incessamment sous peu. Donc en plus Coinbase commence à dire que si le cadre réglementaire américain est trop compliqué, ils iront offshore. Donc il y a un poids certain des lobbies aux États-Unis par rapport à la régulation.
Cela fait plusieurs mois que des personnalités connues essaient d'avertir le public sur ce qui est en train de se passer en coulisses aux États-Unis. C'est le cas de Nick Carter par exemple lors de son passage sur le podcast du Cointelegraph. Le régulateur américain aurait lancé une opération de grande ampleur pour fortement brider l'industrie crypto. Celle-ci possède même un nom, Opération Choke Point 2.0. Dans cette vidéo, on vous explique tout. Quelles sont les armes employées dans ce conflit, quelles en sont les motivations et pourquoi toute cette opération est illégale et anticonstitutionnelle. Commençons par les faits. Cela fait un moment que le régulateur américain regarde d'un mauvais œil l'écosystème crypto. Les autorités financières américaines, dont la Fed, mais également l'OCC, qui régule les banques américaines, ont toujours été, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, extrêmement critiques sur ce nouvel écosystème et ont toujours déconseillé aux banques US de prendre des clients touchant de près ou de loin aux actifs numériques, et encore moins s'il y avait le quelconque lien avec la DeFi, la fameuse finance décentralisée. Vous vous souvenez, on vous parlait par exemple dans l'une de nos dernières vidéos de ce rapport très critique envers les cryptos. Mais tout s'est accéléré en fin de l'année dernière suite à la chute de FTX et surtout à la débâcle de Silvergate. Les banques américaines mènent la vie dure aux entreprises crypto. Il est de plus en plus difficile d'accéder aux services bancaires pour ces entreprises car les banques les refusent systématiquement en tant que clients. Comment voulez-vous développer un business autour des cryptos si vous n'avez pas accès aux services bancaires traditionnels? Bref, si vous êtes une entreprise américaine qui touche de près ou de loin aux cryptos, votre vie devient invivable. On enchaîne en parlant de la Société Générale Forge qui lance son premier stablecoin baptisé Euro Convertible, EURCV, et qui a fait pas mal de bruit cette semaine, vous allez comprendre pourquoi. Alors ce stablecoin, qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement? Eh bien d'abord, c'est qu'il sera uniquement réservé aux clients institutionnels, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, c'est qu'il a été pensé comme un pont entre l'écosystème crypto et la finance traditionnelle. Et ensuite, c'est qu'il a été conçu pour se conformer à la définition d'un actif numérique telle qu'elle est rédigée dans le code monétaire et financier, ce qui impose certaines règles assez strictes et c'est justement là que ça coince. Et oui, parce que plusieurs observateurs se sont penchés sur le code du smart contract de ce nouveau stablecoin EURCV et ont décelé quelques éléments un petit peu surprenants. Le premier point, c'est qu'ils ont codé ce smart contract de telle sorte que tous les utilisateurs soient sur liste blanche, ce qui est assez logique dans le sens où pour l'instant ce ne sont que les clients institutionnels qui peuvent l'utiliser, mais si ça veut être déployé à grande échelle, il faudra modifier ce smart contract, ce qui va être évidemment très compliqué. Et le deuxième point, c'est que tous les transferts de l'Euro Convertible, l'EURCV, devront être systématiquement approuvés par une entité centralisée avant d'être traités, et vraisemblablement, c'est la banque qui traitera ça elle-même. Et dans un premier temps, d'après les observateurs, cet élément rendrait l'utilisation d'un smart contract et d'une blockchain complètement contre-productive, voire inutile. Et puis, dans un second temps, surtout, dans un cas de forte utilisation de la blockchain Ethereum, ça pourrait représenter des frais exorbitants pour la Société Générale Forge. Toujours est-il que, pour terminer, le directeur général de la Société Générale Forge a expliqué que le secteur bancaire pouvait apporter une légitimité au stablecoin. Je cite, « Les actifs numériques dotés de mécanismes de stabilisation, c'est-à-dire les stablecoins, fondés sur une structuration robuste de niveaux bancaires seront les clés pour accroître la confiance dans les écosystèmes crypto. » Je te dis déjà, les banques, elles sont pas au niveau, elles sont même pas digitalisées, ils sont encore en train de payer des gens pour leur digitalisation. Ouais, et là, il y a une génération entière de gens qui connaissent l'argent que de façon numérique quasiment, qui arrivent. Donc ils vont acheter les cryptos. Ouais, je pense c'est vrai que je le vois de plus en plus, il y a surtout certaines destinations du Nord où le cash circule très peu. Ils sont vraiment principalement en paiement en carte. Et même quand tu veux payer en cash dans des restaurants, etc., ils ne l'acceptent pas. Et tu as une jeunesse qui est en train d'évoluer dans un monde pareil. Et moi, en fait, ce qui me fait peur, on va un peu digresser sur ce sujet aussi, c'est que c'est un terreau fertile parfait pour l'essor des MNBC, qui n'est pas quelque chose qu'on aimerait forcément voir arriver. Ouais. Alors, il y a du bon et il y a du mauvais. Moi, qui veux quand même contrôler un peu plus sa vie, de voir arriver des MNBC, donc des monnaies numériques de banque centrale, contrôlables par des gouvernements, même si on va dire, oui, mais attends, t'es pas en dictature, ils vont pas faire n'importe quoi. Le but, c'est de se dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas mettre en place pour le gouvernement des choses qui soient vraiment, pas tyranniques, mais presque. S'ils veulent pas que tu t'achètes ton McDo, bah, ils peuvent te bloquer les paiements chez McDo. Ouais, t'en as trop fait ce mois-ci, c'est mort. C'est ça. Bah du coup, Bitcoin, on en revient. Mais MNBC, si elle se démocratise de plus en plus et que les gens vont vers les MNBC parce qu'ils se disent que c'est tellement plus simple, c'est backé par le gouvernement. Oh mais non, mais regarde, mais attends, déjà il faut qu'ils le fassent, ils savent même pas par quoi commencer parce que tu sais, on a 2 euros en ce moment, on a l'euro qui est émis par les banques centrales, donc le vrai, et puis on a les euros sur les comptes bancaires qui sont des unités de compte qui valent rien. Donc la MNBC, elle va remplacer quoi? L'un ou l'autre ou les deux? Parce que eux, s'ils décident que ça devient la monnaie de banque centrale et que c'est celle-ci qu'on utilise pour nos courses, ils peuvent plus faire tout ce qu'ils font maintenant. Ils peuvent déjà plus créer d'argent. Toutes les banques commerciales peuvent plus créer d'argent. Changer, mais il va évoluer. Ouais, mais de toute manière, ils peuvent plus faire tout leur renflouement, tout ça, c'est la fini. banque centrale.
Tu vois, il y a déjà une nuance entre les deux. C'est-à-dire que la banque aujourd'hui, elle a tes informations. La banque centrale ne les a pas. Bah oui. D'accord. Et ça. Pour quelle est les informations? Il y a quoi? Il y a juste un. Mais ça, ils veulent prendre le power là-dessus. Attention. Il n'y a pas un seul truc, c'est mais pas si surtout simple. que ça ferait changer le système économique complet des pays parce que si les banques commerciales peuvent plus créer de l'argent, la seule façon de créer de l'argent, ce serait d'imprimer de la monnaie. Et donc là, vraiment, pour le coup, on sera sur des monnaies de merde, quoi. Ouais, on Donc, l'est ils déjà, peuvent pas- t'imagines. Donc s'ils veulent faire une MNBC, il faut qu'ils arrivent à faire une MNBC avec aussi une unité de compte où ils peuvent tricher, etc. Comme ils ont fait. Ils en ont pour... Ouais, Surtout c'est que c'est l'euro, c'est toute la zone euro, va falloir mettre tout le monde d'accord. Que les pays deviennent de plus en plus nationalistes de chaque côté. Ouais, mais pour tout le monde, ils arrivent à se mettre d'accord, Agathe, t'inquiète pas. Alors au niveau des earnings, nous avons Coca-Cola, Whirlpool, Microsoft, Google, nous avons Visa, nous avons McDonald's, Meta, Boeing, Danone, Michelin, Amazon, Mastercard, Total Energy, nous avons Exxon, nous avons Chevron. Donc on a quand même beaucoup d'éléments. Air Liquide, j'ai oublié Air Liquide. C'est vraiment, on a une semaine qui est très très lourde et c'est pas que ça, parce que quand on regarde un petit peu au niveau des chiffres, on a quand même pas mal de choses aussi. On se retrouve avec les ventes de logements mardi, on va avoir le PIB jeudi et on a le PCE Core qui arrive vendredi. Donc on a pas mal de carburant pour pouvoir bouger côté macro, donc on risque d'avoir aussi un petit peu de mouvement du côté crypto, et donc il va falloir surveiller ça. Et quand on regarde la totalité des sociétés qui vont justement donner leur bilan, ben voilà, on a quand même beaucoup de monde, donc forcément ça veut dire qu'on risque d'avoir, si on a des écarts par rapport au prévisionnel, des mouvements erratiques, surtout que on est dans la schématique où on pense qu'on va avoir une récession, donc le résultat des entreprises va être scruté pour voir est-ce qu'on a un début ou non de récession par rapport à l'augmentation des taux effectifs. On sait que le délai nécessaire à la diffusion des taux d'intérêt dans l'économie est passé, donc on devrait voir une cassure baissière, et tout le monde est en train de chercher justement cette cassure baissière pour préparer cette récession qui risque d'arriver, en tout cas aux US, même si elle risque d'être aussi très courte. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions pour savoir est-ce qu'on doit privilégier le fait de la peur de l'inflation ou de l'angoisse de la récession. Alors on parle peu de la récession, mais c'est vrai qu'on est à quelques jours de savoir ce que la Fed va faire. Aujourd'hui, on sait plus ou moins à 85-90% qu'ils vont monter de 0,25%. La question que l'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont dire stop ou encore est-ce qu'ils vont dire stop, on pivote et maintenant on calme le jeu pendant quelques temps, ou alors est-ce qu'ils vont dire non, on est encore prêt à monter les taux parce qu'on doit vraiment freiner cette économie. Probablement que le chiffre du PCE qu'on aura en fin de semaine va les aider à prendre cette décision, mais en tous les cas, nous, de notre côté, eh bien, on va continuer à s'angoisser par rapport à cette crainte. La récession est-elle encore trop forte et la Fed va-t-elle encore devoir agir? Et puis de l'autre côté, on a pas mal de chiffres qui montrent que la récession est possible, mais en même temps, il y a toujours pas assez de faiblesse au niveau du marché de l'emploi. Il y avait des articles assez intéressants ce week-end qui expliquaient que finalement, pour avoir une récession, pour avoir suffisamment de risques de voir arriver une récession, il faudrait que le taux de chômage remonte rapidement de 0,5%. En tous les cas, pour l'instant, on est à 3,4%, il faudrait qu'on monte à 3,9% rapidement pour commencer à dire ah oui, il y a vraiment un ralentissement sur le marché de l'emploi, donc il y a un risque que ça devienne un petit peu plus grave que prévu du côté de la récession. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra aussi surveiller ces temps. Pour l'instant, ça risque d'être vraiment une semaine concentrée sur les résultats et uniquement les résultats, d'autant plus que comme on a la Fed la semaine prochaine, eh bien la plupart, enfin les banquiers centraux sont sous black period, donc ils n'ont pas le droit de donner leur avis, pas le droit de parler devant la presse pendant les 10 jours précédant le FOMC meeting. Donc ça va être calme du côté patron de la Fed, on va dire. Déjà, pour recerner le contexte, vous savez que on doit démarrer un petit peu du départ, d'accord? D'où a démarré le mouvement, où est-ce qu'on en est, et derrière, une fois qu'on a un petit peu tous ces éléments, on peut enfin commencer à décortiquer le mouvement. D'abord, comme d'habitude, l'objectif est tout d'abord de se mettre sur des unités de temps majeures. Quelles sont les unités de temps majeures? En effet, du monthly, du weekly, c'est déjà des belles unités de temps. Maintenant, une fois qu'on a cerné un petit peu ces unités de temps, on observe. Alors le mieux, ce que je suggère et ce que je vous invite à faire, c'est toujours déjà de partir sur un graphique vierge. Oubliez les indicateurs techniques, les annotations. Au départ, on regarde ça à nu. D'un point de vue visuel, qu'est-ce qu'on peut constater immédiatement? Immédiatement, on peut constater qu'on est sur une zone pivot. Qu'est-ce qu'une zone pivot? C'est une ancienne zone de support qui potentiellement servira de résistance. Globalement, c'est un ancien support qui devient résistance. De base, dans l'analyse technique de base et de trading de niveau, c'est évidemment ce qu'on apprend en premier, c'est-à-dire qu'une résistance
où un ancien support devient résistance et vice-versa. Donc en monthly, on constate une jolie bougie monthly le mois dernier qui a clôturé ici à 28 597. Donc ça, c'est notre clôture monthly qui d'ailleurs, hein, c'est assez étonnant, mais qui tombe quasi pile poil sur la clôture du 1er décembre 2020. Donc on voit que les 28 600 représentent un niveau clé juste par le fait qu'on ait clôturé 2 fois en monthly sur cet endroit. Alors, donc, le BTC, rapidement sur la structure weekly. Donc, en weekly, bien sûr, l'analyse ne change pas, d'accord, vu qu'il y a vraiment eu très peu de moves en interne. Donc, premier scénario, c'est l'expanding, et dans ce cas-là, revenir péter le top. Donc là, on est vraiment investissement. Ok, donc le but, c'est pas de rentrer, sortir dans cette zone. Le but, c'est de cumuler dans cette zone au maximum. Et notre objectif, c'est de revenir péter le top. Le deuxième scénario, c'est il corrige tout le drop qu'il a fait ici, il vient, il nous donne un B ici, un drop et ensuite une continuation. Dans tous les cas, l'objectif c'est ce top-là. D'accord? Je profiterai de cette zone uniquement pour cumuler. Donc ça, c'est investissement. On n'est pas là pour chercher des setups ou de timer son point d'entrée, sauf si on a une bonne lecture de structure, on peut s'amuser à faire ça, mais sinon, en général, DCA dans cette zone, c'est très bien déjà. Alors du coup, le Bitcoin, pour l'instant, toujours aucun signe de force pour le moment. On a pris le premier creux ici, on est en train de prendre le second, on en a parlé, mais si on est dans le scénario 2019, bon, le support peut tenir, ça c'est le scénario 2019 et en gros reprise haussière. Mais tant qu'il n'y a pas de signe de force, et pour l'instant c'est clairement pas le cas ici, ça sent le nettoyage sous les 26,5 ici premièrement, avec pourquoi pas un test de la zone de creux ici qu'on avait identifié, jusqu'aux environs des 25 000 $ qui correspond aussi la précédente résistance qui devient le gros support. Donc pour l'instant c'est la zone qu'on a un petit peu dans le viseur pour le moment, puisque là pour l'instant il n'y a pas encore de signe de force ici, ok. Ensuite, Let Me Hit Something, qu'est-ce que c'est? Et bah figurez-vous que c'est la dernière chanson en fait de Snoop Dogg. J'étais passé à côté, mais en fait il y a quelques jours, Snoop Dogg en fait il a fait une open edition sur du coup le site sound.xyz, qui est un peu une plateforme Web3 en fait de musique. Et donc voilà, on pouvait en fait minter son tube en fait en open edition, donc c'est-à-dire autant qu'on en voulait pendant 24 heures. Donc pour l'instant du coup au total parce que c'est terminé, il y a eu 1200 du coup mint de la collection. Donc super intéressant ce genre de choses. Et c'est vrai que des fois voilà, j'ai beau être dans les NFT tous les jours, des fois je passe à côté de certaines choses. Et pourtant Snoop Dogg est un acteur très connu de l'écosystème et je regarde son compte quasiment tous les jours. Cosmodi Médicis, c'est ça son compte en tant que personnage public de NFT. Donc du coup voilà, très intéressant. Je vais vous présenter Stable. Stable, c'est quoi? C'est un jeu qui est lancé et qui a été à l'initiative du PMU. Oui, alors le PMU peut avoir peut-être une image vieillotte dans le monde réel, et encore, c'est quelque chose qui se démocratise et qui a un véritable succès auprès des Français, mais aussi dans le monde. Eh bien, le PMU ne veut pas être à la traîne et se lance dans le Web3 avec Stable. C'est comme un peu Sorare, c'est un fantasy game basé sur les courses hippiques. C'est-à-dire que vous soyez amateur confirmé ou totalement débutant, vous allez pouvoir mettre un pied dans ce monde qui est quand même assez hallucinant quand on connaît un peu ce qui se cache derrière les stratégies, les techniques. C'est un monde qui est assez fou. Ça me fait un peu penser au monde aussi de la Formule 1 où il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Bref, là vous allez aussi pouvoir lier le réel au virtuel, puisque en fonction des NFT que vous allez avoir, un NFT représente un cheval qui a des attributs et surtout représente un cheval dans le monde réel. En fonction de ses performances réelles, vous pourrez être récompensé dans le jeu. Il y aura aussi des courses virtuelles, vous pourrez aussi améliorer ses équipements, etc. Vous accoupler pour créer de nouveaux NFT, de nouveaux chevaux. Donc il y a tout un écosystème assez dingue qui va se développer autour de tout ça. Alors il faut savoir que c'est un projet qui est encore jeune et le jeu devrait se lancer à l'heure où je fais cette vidéo dans quelques semaines, mais la vente des 6000 NFT à peu près, il y en avait un peu plus de 6000, a été réalisée en quelques heures, et donc il y a eu un bel engouement, on va pas se mentir, il y a eu un bel engouement autour de ce projet, et j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que les possibilités entre le monde virtuel et réel sont énormes, et même dans le côté métaverse, on va dire virtuel, on peut faire de grandes choses, et je pense que c'est vraiment intéressant. Donc c'est un jeu qui est basé sur la technologie Tezos. Petite parenthèse là-dessus, beaucoup de projets français vont se baser sur Tezos parce que c'est français. Je trouve pas ça ouf, c'est un peu dommage, mais voilà, bon, c'est comme ça.
En tout cas, pour suivre un peu le projet, je vous montre, moi j'ai deux chevaux derrière tout ça. Eh bien, j'ai acheté mes 2 NFT. Eh bien, on peut aussi les retrouver les acheter ou les vendre sur Rarible. Et voilà. Mais je trouve que le concept est intéressant. Et derrière tout ça, il y a une équipe qui communique plutôt bien. Voilà, l'équipe est disponible et même si tout n'est pas parfait, ils ont une vision, une grande ambition derrière ce jeu. À voir comment ça se déroule par la suite, parce qu'il y a évidemment plein de paramètres qui vont rentrer en jeu pour que ça soit un succès. Alors Ultra, c'est quoi ? Eh bien, c'est un écosystème de plusieurs services et notamment ce qu'ils appellent la Unique Marketplace, qui est une marketplace sur laquelle on va pouvoir acheter et revendre nos NFT qu'on va pouvoir utiliser dans nos jeux. Donc ça peut être des skins, des objets ou de la monnaie. Il y a aussi la plateforme Ultra Arena qui est leur hub e-sport sur lequel vous allez pouvoir participer à des tournois pour gagner des récompenses et vous constituer comme ça une renommée en tant que joueur compétitif. Et enfin, leur produit principal qui sortira demain, Ultra Games, qui est un store online de jeux vidéo, tout comme Steam l'est par exemple. Donc c'est une boutique en ligne sur laquelle vous allez pouvoir acheter et en l'occurrence ici revendre vos jeux vidéo puisque les jeux seront des NFT. Précision malgré tout, demain à la sortie, les jeux ne seront pas encore des NFT, ils ne seront pas revendables, c'est une fonctionnalité qui arrivera un petit peu plus tard. Ceci étant dit, je pense que j'ai pas besoin de préciser pourquoi Ultra Games est tant attendu, c'est tout simplement parce que les joueurs rêvent de pouvoir revendre leurs jeux dématérialisés. Et mine de rien, c'est pas un problème si simple à régler la revente de jeux dématérialisés puisque la plupart des joueurs se disent « Ouais, il faudrait juste que Steam nous permette de revendre nos clés de licence et le problème est réglé ». Mais non, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte que ça. Je te donne une dernière news assez bullish, moi que je trouve que j'aime beaucoup sur les NFT. Tu sais à quel point j'aime les NFT et que cette technologie me tient beaucoup à cœur. Et j'ai été très déçu que Instagram laisse tomber les NFT. Ils ont annoncé ça il y a un mois alors que j'étais... Oh, dans 2 ans, ils reviennent à mon avis. Même mais pas. Ils vont revenir, mais je pense que Zuckerberg, il a d'autres problèmes pour l'instant à régler que de mettre les NFT dans Instagram. Alors que TikTok, ça y est, va proposer vos vidéos sur TikTok seront mintables, entre guillemets, mintables en NFT. J'ai pas creusé la news, elle vient d'arriver. Je suis pas allé plus loin que ça. Ah, moi, je souhaiterais savoir sur quelle plateforme ils sont, parce que ce sera sûrement des frais de transaction très bon marché, donc ils ne seront pas sur Ethereum. Pour l'instant, donc il parle de Nifty. Alors il parle de, je connais pas, Infinity. Donc ils utilisent une techno qui s'appelle Infinity apparemment, qui est sur plusieurs blockchains. Donc je sais pas comment ils vont faire sur Ethereum effectivement. Flow, c'est une très bonne blockchain qui est utilisée par beaucoup de projets. C'est très bien. Il parle de Flow dans l'article. Oui, ici là, tu vois, il parle de Polygon, Flow. Attends. Ici, là, TikTok NFT, how does collect work? Ils vont utiliser donc Infinity Collect feature. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.